La zoothèque, c'est une réserve zoologique, c'est une banque, hein, une réserve de musée, dans laquelle il y a tous les groupes zoologiques, sauf les microscopiques, il n'y a pas de protozoaires, et sauf les insectes. Là, les insectes ne sont pas gardés ici. Il y a grossièrement 9 millions de spécimens dans la zoothèque. La disparition d'une espèce est toujours dommage, hein, parce qu'on ne la reconstituera pas, il faut bien se dire ça. Hein. Les savants de l'époque ont pensé que c'était le fameux vampire dont les Indiens leur rebattaient les oreilles, mais non. C'est pour ça qu'on l'a appelé vampirome, mais pas de chance, c'est pas le vampire. Alors ça, c'est une chauve-souris hématophage qui ne se nourrit que de sang. Elle vole à vue, ce qui implique que dans l'obscurité totale, elles ne peuvent pas voler. À la différence de ce qu'on appelle les microptéroptères, c'est-à-dire toutes les chauves-souris qui ont un sonar, dont celle d'ici en Europe, et qui, elles, ont, en plus de la vue, une vue, entre guillemets, ultrasonore, qui leur permet de voler dans l'obscurité. Joko, qui est célèbre, qui était la chimpanzé apprivoisée de Buffon. Et elle est morte vers 1740, et c'est probablement l'animal le plus ancien qu'on ait ici naturalisé. Des orang-outans, vous le savez, il en reste qu'à Bornéo et à Sumatra. D'ailleurs, c'est peut-être deux espèces différentes. Enfin bon, peu importe. Et dans les deux cas, ils sont menacés, d'abord parce qu'ils sont braconnés. Malgré la protection internationale dont ils jouissent en principe, il y a toujours des gens qui veulent avoir des bébés vivants et des trophées à la con, du style une main sèche, ou vous voyez, des choses comme ça. Bon, hélas, c'est toujours court. Ça, donc, la première cause de disparition, c'est la persécution. Il y en a une autre, c'est que comme ils aiment éventuellement bien piller les vergers et les plantations, évidemment les agriculteurs ne les voient pas forcément d'un bon œil. Mais la grande cause de disparition, c'est la déforestation. Et l'homme s'est différencié d'un des deux chimpanzés il y a 5-6 millions d'années, pas plus. Et en 5-6 millions d'années, étant donné la lenteur de notre production aux uns et aux autres, il n'y a pas 2% de différence génétique entre un chimpanzé et nous. Malgré l'étonnante diversité apparente, hein, on a la prétention de ne pas trop ressembler à un chimpanzé, mais ça, je ne sais pas si on ne se fait pas des illusions. Eh bien, malgré la dissemblance physique, on a très peu de gènes différents. C'est tout à fait étonnant. L'homme, il a tué une tortue géante terrestre et tous les lémuriens géants qui étaient parfois gros comme des gorilles. Il y a 5 ou 6 espèces de lémuriens géants qui ont disparu entre l'an 1000 et le XVIIIe siècle, puisqu'on n'en a pas trouvé de vivants. Alors, ils sont tous menacés parce que, d'abord, toutes ces espèces sont sur une seule île de 600 000 km². Et puis beaucoup de ces espèces sont forestières, et il y a à Madagascar le problème récurrent de partout, c'est-à-dire la déforestation. Mais les Malais, quand ils ont investi le Madagascar vers l'an 1000, ils ont énormément détruit, en particulier ils ont détruit toute la faune géante de Madagascar, qui comprenait un oiseau géant, le plus grand oiseau ayant jamais existé, l'Aipiornis, qu'on a dû rater de peu, hein. Il a dû s'éteindre au XVIIIe siècle, le moa des légendes arabes de l'océan Indien. La situation est vraiment désespérée. Le seul point positif, c'est que maintenant ça se reproduit bien en captivité. Donc on peut les élever en zoo et en parc, mais c'est un pis-aller. C'est mieux que rien, mais c'est un pis-aller. La grande utilité des parcs biologiques, c'est que ça permet de sauver des espèces. Il y a maintenant des tas d'espèces qui n'existent plus qu'en zoo, heureusement. Des tigres, un royal et un sibérien ou un chinois. Des petits tigrons par terre, datant de l'époque où on ne savait pas les élever quand les mères les abandonnaient. C'est assez récent, j'ai connu ça. On ne sait élever les tigres, les bébés tigres en captivité que depuis 20 ans. Et ici, vous avez le vrai balou, l'ours lipu de l'Inde, le vrai balou du roman de Kipling, et pas l'espèce de faux grizzly du dessin animé américain. C'est ça, balou. C'est un ours spécialisé dans l'exploitation des nids d'hyménoptères. Il mange la cire, le miel et les abeilles et les guêpes. Et de le naturaliser avec des techniques modernes, c'est-à-dire qu'il est en résine, et ce qui fait qu'il pèse un poids très raisonnable.
Alors que le zèbre là derrière, qui a un siècle, étant le mannequin en plâtre, et il pèse, oulala, un poids terrifiant. L'ours blanc s'est différencié de l'ours du grizzly en fait, dans les derniers 100 000 ans. C'est un grizzly qui est devenu polaire. Mais c'est très rapide, hein. 100 000 ans c'est rien pour une grosse espèce comme ça. Donc un ours entièrement carnivore, très grand prédateur, certainement le plus grand prédateur terrestre, et bon nageur, et qui a de sérieux problèmes avec le réchauffement climatique. Parce que la banquise ratatine d'année en année, et la période où ils ne peuvent pas bouffer entre l'été et l'hiver s'allonge d'année en année. Et donc l'espèce va certainement avoir beaucoup de mal à passer le 21e siècle à l'état sauvage en tout cas. Alors c'est un fossile vivant, c'est-à-dire que c'est un mammifère qui aurait dû disparaître depuis des millions d'années si quelque chose ne l'avait pas protégé. C'est que ces mammifères ne sont pas vivipares, ils pondent des œufs. Ils pondent des œufs avec un jaune, un blanc, une coquille, et la femelle doit couver ses œufs comme un oiseau. Et puis les petits éclosent en fendant la coquille, et après, ils tètent le lait. Mais à ce stade d'évolution des mammifères, il y a du lait, mais il n'y a pas de mamelle. C'est-à-dire que la mamelle n'existe pas encore, et c'est une touffe de poils qui fait office de téton. Donc le bébé prend la touffe de poils dans son bec, il suce toutes les gouttelettes de lait qui se sont rassemblées au bout de la touffe. Alors, une des particularités, ces animaux n'en manquent pas, c'est que les mâles d'ornithorynques, ça c'en est un, sont venimeux. Ils ont sur le pied un aiguillon venimeux qui est creux et qui est mobile grâce à un muscle et qui est relié à une glande à venin qui est sous la peau de la cuisse. Et à l'époque du rut, comme ce sont des animaux qui sont solitaires et territoriaux, les mâles se battent pour se réserver une portion de rivage où ils sont seuls chez eux. Et le but de la bataille, c'est d'envenimer leur adversaire, étant donné qu'ils sont sensibles à leur propre venin. Alors le venin est assez puissant, il est comparable à celui d'une vipère aspi de chez nous, et il cause des désordres sanguins, hein, c'est-à-dire qu'il cause des édèmes, des éclatements de vaisseaux, de la lyse sanguine. Et en plus, dans le cocktail de toxines du venin, il y a une neurotoxine extrêmement puissante qui se fixe sur la membrane des neurones des nerfs de la douleur pendant des semaines. Et qui envoie donc pendant des semaines, les nerfs envoient des messages de douleur. Il paraît que c'est absolument atroce. Et cerise sur le gâteau, cette douleur ne cède pas au morphinique. Là-haut, vous avez un dodo, ce squelette noir, et qui a été fait, qui est composite en fait, hein. Il a été fait à partir de plusieurs squelettes trouvés dans le même gisement. Le flacon plat là, vous voyez, à droite du dodo, vous avez des plumes de moa, alors pour le coup. Et au début du 19e siècle, la rareté de l'animal faisait que pour les musées, la valeur était très élevée, la valeur marchande était élevée. C'est un marsupial, hein, c'est un parent du kangourou, bien qui ressemble à un chien. Ou à un loup, d'où le nom d'ailleurs de loup marsupial. Et il a été exterminé par les éleveurs de moutons. Pour faire disparaître une espèce, quelques années suffisent. Pour en créer une, entre guillemets, il faut des centaines de milliers d'années.